موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباء. Et je présente donc Christophe Oberlin, qui est médecin chirurgien et qui va à Gaza depuis maintenant 2002 et qui fait énormément de travail et d'intervention en Palestine, notamment dans le domaine médical, mais pas que, hein, évidemment, intervenant en tant que médecin, il a à intervenir sur d'autres questions, etc. Mais c'est vrai que son champ d'intervention est d'abord plus dans le domaine de la santé, si j'ai bien compris. Mais bon, il nous expliquera plus précisément les choses. Écoutez, j'ai choisi de parler de la résistance. C'est une question qu'on pose souvent. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en France? Alors, c'est vrai que nous assistons tous les jours à la démonstration que la bataille se déroule sur notre propre terrain et d'une manière souvent très aiguë. Et donc finalement, la meilleure façon d'aider nos amis palestiniens, c'est peut-être aussi ici de ne pas accepter un certain nombre de choses, de s'élever contre. Manifester dans la rue quand les manifestations sont interdites est une chose, mais on doit pouvoir aussi faire mieux. Alors, quand on se bagarre, il y a des motifs, il faut essayer de trouver des accroches. Bon, la première accroche qu'on pourrait évoquer, qui relève du droit à l'expression, eh bien, c'est la circulaire du ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, qui a émis dans les premiers jours de la bataille de Gaza, eh bien, un texte qui a été diffusé à tous les procureurs de France et qui pénalisait, qui leur demandait de pénaliser eh bien, toutes les déclarations publiques, incluant donc Internet, un post, Facebook, tout ce que vous voulez, toutes les déclarations publiques en faveur, et je cite, du Hamas et du djihad islamique. Donc cette circulaire, évidemment, elle ne sera pas appliquée. Il n'empêche qu'on aurait pu imaginer qu'elle le soit si M. Dupond-Moretti avait eu un peu plus de temps en ce moment, peut-être qu'il se serait passé des choses. Mais il est clair qu'on ne peut pas accepter en l'état qu'une circulaire ministérielle demeure, un peu comme la circulaire à Lyon-Marie qui court toujours, vous voyez. Là, ça devient une question de dignité. C'est notre dignité qui est en cause. Alors, il y a eu des réactions. Il y a eu, par exemple, des syndicats de chercheurs qui ont dit ben, on n'a plus le droit d'étudier le Hamas. Ben, écoutez, moi, je pourrais être condamné entre 2 et 7 ans de prison pour faire l'éloge, parce que finalement, ça, c'est un bouquin sur le Hamas. Vous voyez même, il est interdit de montrer publiquement des drapeaux du Hamas. Ben, il se trouve que la couverture de mon bouquin, c'est justement le drapeau du Hamas. Voilà. Donc ça, c'est une façon de les embêter, entre guillemets, vous voyez, de poser des questions, d'interroger nos élus, d'envoyer des... Bref, vous savez faire ça, tout ça, beaucoup mieux que moi. Vous êtes, pour un certain nombre d'entre vous, des militants chevronnés, mais disons que là, c'est un os à ronger, on ne peut pas accepter. La deuxième chose, c'est que tout le monde s'en plaint, eh bien, nos médias, en tout cas les médias occidentaux, mais en ce qui nous concerne les médias françaises, eh bien, on utilise un vocabulaire absolument scandaleux. Alors, tout le monde aujourd'hui, je vois beaucoup qui oscillent la tête, nous savons tous la différence entre un otage et un prisonnier, je ne vous la donnerai pas. Nous savons tous, ça a été dit d'ailleurs par notre ami, les mouvements de libération, juridiquement, dans le droit international et tous les droits d'ailleurs, y compris local, les mouvements de libération ont droit à un levier politique, par exemple, en ce qui concerne les Palestiniens, ça serait des élections, par exemple, on a droit à avoir des élections. Il y a un levier juridique, ben, c'est ce qui se passe en ce moment à la Cour pénale internationale, je terminerai en disant un mot, et puis la résistance armée, donc tout ça, ça fait partie du droit. Donc c'est la première fois, effectivement, depuis 1948, que les Palestiniens attaquent la partie israélienne. Mais la résistance est une chose, c'est un droit,
Le terrorisme, c'est autre chose, c'est un moyen. Donc il y a une confusion sémantique entre les buts et les moyens. Le but, c'est la résistance. Le moyen, en l'occurrence, ça peut être considéré comme du terrorisme, mais là, ça devient une question qui est une question de juriste, qu'une question de juge, qu'une question de cour. Dans le statut de la Cour pénale internationale, il n'y a nulle part le mot terrorisme, parce que ce moyen est trop flou sur le plan juridique. C'est généralement un qualificatif qu'une partie attribue à la partie adverse, donc juridiquement c'est extrêmement flou. Et on peut être assez honteux que dans notre pays, ici en France, eh bien, on soit finalement un pays où beaucoup de lois contre le terrorisme soient sorties d'un chapeau depuis des années, des mandatures même on pourrait dire, sans que le mot terrorisme en termes juridiques soit véritablement qualifiable aisément, vous voyez. Donc, la résistance, le Hamas est un mouvement de résistance, comme le Fatah et comme le FPLP, et d'ailleurs dans les combattants qui se battent avec beaucoup de courage aujourd'hui, il y a des gens de ces différents groupes, c'est tout à fait officiel. Alors pourquoi M. Dupond-Moretti s'en prend au Hamas ou au djihad? J'aimerais bien qu'on en discute en tête-à-tête, je ne suis pas sûr qu'il soit très savant sur la question. Donc la bataille, elle est ici aussi. Elle est dans les médias. Et j'ai appris au cours d'une réunion comme celle-ci il y a quelque temps qu'il y avait tout un groupe qui s'était mis sur un sujet extrêmement intéressant, c'est de relever ce qui est dit publiquement par les gens, disons, qui ont peut-être plus accès à la parole et à l'expression publique que vous et moi, c'est-à-dire les politiques, les journalistes. Nous avons tous été extrêmement choqués par, à tel point d'ailleurs moi que je me fais rapporter des choses, je ne vais plus directement à la source si on peut dire, mais par des propos ou des écrits absolument scandaleux qui ont été proférés par des personnes qui ont, dirons, pignon sur rue. Moi j'ai vu quelqu'un de mes yeux dans une télévision dire « Moi tuer 2 millions de Palestiniens à Gaza, ça ne me pose aucun problème ». Bon. Alors, il est clair qu'un certain nombre de ces déclarations méritent d'aller en justice. Mais rien que le fait, chacun à son niveau, et puis je pense qu'il doit y avoir un site ou un endroit où tout ça est colligé, il est très important aujourd'hui qu'il y ait des signalements et que des dossiers soient constitués sur ces personnages politiques ou ces journalistes. Il faut qu'ils aient au minimum un dossier, et que ce dossier, on puisse le ressortir preuve à l'appui le jour où c'est nécessaire. Donc je crois que c'est un moyen de résistance qui peut être extrêmement efficace. Et ça c'est quelque chose qui nous concerne tous puisque nous avons accès aux médias. Et puis il y a un dernier moyen de résistance, je dirais que c'est plutôt un autre moyen du lobby pro-israélien qui est utilisé et que peu de gens connaissent. Alors moi j'ai eu à le connaître parce qu'il y a une dizaine d'années, le Conseil de l'Ordre des médecins m'a fait des ennuis. Je vous la fais courte, le Conseil de l'Ordre s'est ridiculisé dans cette affaire et il a perdu sur tous les plans. Voilà. En tout cas, j'ai eu l'occasion de voir à 2 reprises ces jours-ci eh bien, une nouvelle instrumentalisation du Conseil de l'Ordre. Vous voyez, instrumentalisation, c'est-à-dire que des lobbyistes passent par le Conseil de l'Ordre pour essayer de foutre la trouille, passez-moi l'expression, à des médecins. Alors, je vous en citerai 2 qui remontent à ces jours-ci. Le premier, c'est quand même quelqu'un d'important, puisqu'il est président du syndicat des praticiens hospitaliers de France, Force ouvrière, et c'est un chef de service de réanimation au CHU de Grenoble. Vous voyez quand même, c'est quelqu'un qui a un certain poids et qui, au nom de son syndicat, eh bien, a fait une communication qui ne casse pas 3 pattes à un canard, se protestant contre les attaques des hôpitaux et la destruction de biens civils, de personnes, enfin quelque chose d'extrêmement courtois. Eh bien, figurez-vous qu'il existe en France une association qui s'appelle l'Association des médecins israélites de France, la MIF, et eh bien, la MIF, le président de la MIF, qui est un médecin, a saisi le Conseil de l'Ordre pour ce responsable syndical
qui osait parler des attaques israéliennes sur les hôpitaux. Et donc, eh bien, mon collègue est convoqué devant la commission de conciliation du Conseil de l'Ordre au début du mois de janvier. Il lui est demandé d'apporter tous les éléments nécessaires à sa défense. Voyez. Et je vais encore plus loin. Il m'a remis la lettre que l'avocat de l'AMIF a envoyée au président du conseil départemental de la Drôme, ou la région Rhône-Alpes plutôt, dans l'Isère, lettre de l'avocat de l'AMIF adressée au conseil de l'ordre. Eh bien, il est tout à fait anormal que monsieur le président de l'association Force ouvrière, eh bien, attribue bille en tête le bombardement de tel hôpital à un obus israélien. C'est-à-dire que cette lettre a été écrite juste au moment de l'attaque sur l'hôpital Ali Arabe, où le premier message aux médias a été « c'est un obus palestinien », et sauf que 3, 4, 5, 6, 7 hôpitaux successivement ont été attaqués ensuite, avec à chaque fois des dizaines de morts. Donc vous voyez, la mauvaise foi absolument incroyable, le culot incroyable de certains groupes, et le plus grave, je dirais, le lobbyisme, ça existe, on le sait, mais le plus grave, c'est que le Conseil de l'Ordre y suit. Et il y a une deuxième affaire, là je ne donnerai pas de détails, ça concerne une personne qui est un médecin français qui a eu la déprobation du Conseil de l'Ordre, de son directeur d'hôpital, de son chef de service, et qui est convoqué devant le même genre de commission au début du mois de janvier. Donc il est clair que tout ceci doit cesser. Et si j'insistais, je vous raconterais que c'est le même AMIF qui a porté plainte contre moi, il y a maintenant une dizaine d'années. Quand un médecin porte plainte contre un médecin, il y a forcément une réunion de conciliation du Conseil de l'Ordre. Mais comme le médecin de l'époque n'avait sans doute pas envie de se trouver en ma compagnie, il a dit « Ah non, c'est pas une plainte, c'est juste un signalement, une doléance. » Très bien, a dit la présidente du Conseil de l'Ordre de l'époque, c'est moi, présidente de la chambre départementale disciplinaire, qui vais porter plainte contre le docteur Oberlin, et je porte plainte contre lui. C'est donc tous les médecins de France, Zoubida par exemple, a porté plainte contre moi, par l'intermédiaire de cette dame. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette dame, Madame Khan Ben Saoud, avait un passé. Elle avait un passé, elle avait reçu toute une série de plaintes qui étaient victimes d'agressions sexuelles dans un cabinet de consultation d'un gynécologue qui s'appelait le docteur André Azout. C'était des femmes pour des problèmes de stérilité, situation de faiblesse, agressions sexuelles régulières. Toutes les plaintes avaient été mises sous le coude. Jusqu'au jour où un médecin a eu sa femme agressée sexuellement par le docteur André Azout. Et il a porté plainte au Conseil de l'Ordre. Et Madame Khan Ben Saoud l'a condamné pour diffamation. Voilà. Jusqu'au jour où je vous raconte la fin de l'histoire, eh bien, le docteur André Azout s'est retrouvé devant une cour d'assises parce qu'un viol est un crime, et c'est heureux, et il a été condamné à 8 ans de prison. Eh bien, imaginez que c'est Madame Khan Ben Saoud qui a osé porter plainte contre moi. Voilà. Donc tout ça, ce n'est pas des histoires personnelles. Le fait qu'aujourd'hui, vous ayez à différents endroits de France le même qui est le président de l'association des médecins israéliens de France, qui utilise le même procédé, ça montre bien qu'il y a une concertation pour faire pression sur les médecins, pour utiliser le Conseil de l'Ordre. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir, il faut s'en défendre, et ça fait partie des choses qui font partie de notre travail. Juste un mot, pour vous faire rire peut-être quand même, il y a un autre sujet pour lequel nous avons à agir auprès de nos députés, c'est celui de ce fameux député israélien au département français, au Parlement français. Alors là, certains se demandent quand même, moi je me suis demandé quand je l'ai vu apparaître, ce personnage, mais comment se fait-il qu'on ait un Israélien au Parlement français? Eh bien c'est lié au fait qu'en 2010, vous savez qu'il y a une dizaine de députés qui représentent les Français de l'étranger. Alors ils sont par région géographique, vous voyez, Afrique du Nord, Asie, etc., Afrique.
Et puis en 2010, eh bien, sous ce monsieur Sarkozy, il y a eu un redécoupage électoral. Alors, vous voyez, redécoupage, voilà. Alors, voilà qu'Israël, que les Français d'Israël, qui étaient dans le même groupe que les Libanais, que les Égyptiens, que les Syriens, se sont trouvés extraits du Proche-Orient pour être mis avec le Vatican, sans marin. Les Italiens, aux élections européennes, ils s'en fichent, les Français aux Italiens, ils s'en foutent complètement. Bref, vous avez mécaniquement une majorité israélienne dans ce nouveau découpage. Et il faut voir, allez sur Internet, vous verrez M. André et M. Habib eh bien, faire campagne en hébreu avec M. Netanyahou, la main dans la main, au moment des élections parlementaires, expliquant en hébreu à quel point c'est important d'avoir un Israélien au Parlement français. Vous voyez, ce redécoupage est une véritable forfaiture, et ça aboutit à ces déclarations. Alors bien entendu, M. Habib, c'est un peu le chagoumi du Parlement, il nous fait rire, mais quand même, les médias ont mis du temps à le dépister. Et pour terminer, au-delà de cette représentation parlementaire tout à fait inacceptable, il y a la question de la binationalité. En ce moment, vous avez des Français qui bombardent, qui commettent des crimes de guerre. Certains crimes de guerre sont parfaitement identifiés avec un Français qui tue un blessé à terre après avoir demandé à son chef l'autorisation de le faire. Tout ça est parfaitement documenté. Donc cette loi, car ce sont des accords plutôt sur la binationalité entre les Français et entre la France et d'Israël, qui fait que toute personne immigrée en Israël venant de France est française et ses enfants et jusqu'à la Saint-Glinguen, c'est évidemment quelque chose d'anormal. Vous avez tous remarqué par exemple ces parents de prisonniers ou d'otages, je dis les deux en fonction qui ne s'expriment pas en français, qui s'expriment en anglais. Voilà, c'est la différence. La question qui est posée, c'est celle de la nationalité juridique qu'ils ont et la nationalité effective, le lieu de séjour où il n'y a pas d'adéquation. Voilà, donc je voulais vous donner ces quelques pistes pour des actions à venir. Merci. 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 Merci.